Bonjour André Caspi. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin. Vous êtes l'auteur d'une quarantaine de livres sur les États-Unis. Tous les étudiants qui se sont un peu intéressés à l'histoire connaissent votre nom. Vous avez été attentif évidemment à l'actualité des derniers jours. Une question quand même sur l'éditorial de Guillaume Tabar. Est-ce qu'on est à un moment historique ? Est-ce que la guerre est aux portes de l'Europe ? Est-ce que vous avez trouvé que le président de la République intervenait sur le ton adéquat en ces instants dramatiques, si on l'écoute bien ? Je pense que la situation en Europe est particulièrement inquiétante, c'est incontestable. Et elle est surtout inquiétante pour les pays qui se trouvent à l'est de l'Europe, c'est-à-dire je pense aux États baltes, je pense à la Pologne, je pense à la Roumanie, qui sont en effet plus ou moins dans le viseur de la Russie. Mais je ne suis pas certain, si vous voulez, que la guerre menace directement la France, mais la France devrait n'importe comment réagir face aux menaces russes, et il était nécessaire sans aucun doute d'alerter les Français sur cette nouvelle situation. Hier, Franck Ferrand rappelait l'anniversaire d'une formule qui était celle du rideau de fer tombé sur l'Europe. Oui. Formule qui date de l'immédiate après-guerre et qu'on doit à Churchill, si j'ai bonne mémoire. Et vous avez ce sentiment, vous, qu'il y a un rideau de fer qui revient sur l'Europe d'une façon, un rideau de fer symbolique ? C'est-à-dire que la situation de la Russie est très différente de ce qu'était l'Union soviétique. L'Union soviétique avait à la fois une puissance militaire, idéologique, elle avait des relais, notamment parmi les politiciens français. Je crois que la Russie est dans une situation beaucoup moins forte que n'était l'Union soviétique, et qu'en conséquence, la situation n'est pas tout à fait la même. Alors il y a eu un traumatisme, en effet, parmi les Européens, et ce traumatisme, c'est cette fameuse discussion entre Zelensky et Trump, mais je dirais non pas Zelensky et Trump, mais Zelensky, Trump et Vance. C'est-à-dire qu'au fond, là, on a vu subitement au sein de la Maison-Blanche qu'il y avait une rupture avec la tradition américaine de soutien à l'indépendance de l'Europe, et qu'il fallait maintenant que l'Europe trouve les moyens par elle-même de se défendre. C'est certainement cela qui crée le traumatisme, c'est certainement cela qui crée l'inquiétude, et je pense que le président Macron a tenté de répondre à cette inquiétude en montrant qu'il fallait réagir fortement, il fallait pas se laisser aller, il fallait pas pleurnicher, mais il fallait prendre les choses en main de telle façon que l'Europe, si c'est possible, prenne sa propre défense en situation, c'est-à-dire au fond soit prête à se défendre par elle-même. Vous écriviez dans le Figaro il y a un mois environ que la présidence de Trump serait revancharde, qu'elle prendrait des allures de vengeance. Est-ce que les 6 premières semaines de ce mandat vous confirment dans cette impression ? C'est-à-dire que Trump a annoncé ce qu'il ferait. Il a eu le temps, puisqu'il a fait campagne pendant 4 ans. Donc ça veut dire qu'au fond, il n'y a pas une surprise énorme. On sait que Trump considère qu'il faut avant tout défendre les États-Unis, mais comment le lui reprocher quand on est président des États-Unis ? Et puis d'un autre côté, je pense que les intérêts américains dépassent largement les relations avec l'Europe. Je vous rappelle par exemple que au cours de la Seconde Guerre mondiale, les États-Unis ne sont intervenus qu'en décembre 1941, c'est-à-dire au moment où ils ont été attaqués du côté du Pacifique par les Japonais. C'est-à-dire s'il n'y avait pas eu Pearl Harbor, je ne sais pas quand, les Américains seraient entrés en guerre. Donc ça veut dire que là, c'est une situation qui n'est pas identique, bien entendu. Trump n'est pas Roosevelt, mais ça signifie malgré tout que les Américains ont des intérêts qui dépassent largement les relations avec l'Europe. Et en 14-18, ils sont entrés en 1917 en guerre. Ils sont entrés en 1917, vous avez tout à fait raison, mais auparavant, ils avaient aidé sur le plan financier, sur le plan économique, et puis même d'ailleurs, quand ils sont entrés en 1917, ils n'étaient pas prêts. C'est-à-dire qu'au fond, la véritable intervention américaine dans la Grande Guerre, si vous voulez m'en faire parler, parce que j'ai quand même travaillé là-dessus pendant des années, la véritable intervention date de 1918, c'est-à-dire au moment où les Américains ont pu envoyer un nombre important
important de soldats de l'autre côté de l'Atlantique. Donc ça veut dire que, en fin de compte, les Américains ne sont jamais tout à fait prêts à venir au secours de l'Europe, mais ils finissent par y venir. Voilà. Quelle séquence historique vous rappelle la volonté de Donald Trump de faire de ses premiers jours de mandat des jours utiles, des jours décisifs? Oui, c'est-à-dire qu'il n'a pas cessé de dire et de redire au cours de sa campagne électorale que précisément les États-Unis ont des intérêts précis, des intérêts qu'ils défendent, ce qui est tout à fait normal, et que ça ne signifie pas nécessairement qu'ils soient à la remorque de l'Europe et qu'ils acceptent tout de l'Europe. Non, l'Europe peut être un allié, et encore, mais il est évident que pour Trump, la priorité des priorités, c'est de réagir contre la Chine, et beaucoup de ses décisions reposent sur cette idée-là. Alors, moi je pense qu'il y a un autre domaine dans lequel on pourrait s'attendre à des événements très importants, c'est par exemple dans la défense de Taïwan. Est-ce que les États-Unis vont défendre Taïwan dans n'importe quelle circonstance? Est-ce qu'ils ne vont pas trouver une sorte de modus vivendi avec les Chinois? Bref, c'est quand même les États-Unis sont une puissance mondiale, et en ce sens, leurs intérêts dépassent largement les relations avec l'Europe. Vous avez cité à dessein cet entretien de vendredi dernier à la Maison-Blanche avec Donald Trump, Zelensky et le vice-président J.D. Vance. Oui. J.D. Vance, c'est un personnage qui vous intéresse particulièrement, à la fois parce qu'il est sorti de sa boîte un peu comme un diable ce vendredi-là, dans quelque chose d'assez solennel qu'est la conférence de presse dans le bureau ovale. Que vous inspire cet homme? Quelle Amérique nous raconte-t-il? Écoutez, je crois tout d'abord que J.D. Vance, c'est certainement l'avenir des États-Unis, et tout particulièrement, c'est l'avenir du Parti républicain. C'est-à-dire que le Parti républicain, aujourd'hui, ça n'est plus celui de Ronald Reagan. C'est un Parti républicain qui est plus tourné vers la défense de la famille, vers le protectionnisme, qui est plus tourné vers l'action dans l'ensemble du monde. Et J.D. Vance représente justement cette nouveauté. Parce que, regardez cet homme. Cet homme a commencé sa carrière d'abord comme correspondant de presse en Irak, ce qui veut dire qu'il a connu, il n'avait pas fait la guerre, mais il a connu en tout cas la guerre telle qu'elle se déroulait au Moyen-Orient. Et puis ensuite, il est entré à l'université de Yale, il a fait des très brillantes études. Et en 2016, figurez-vous, J.D. Vance a voté pour Hillary Clinton. Et d'ailleurs, pendant un certain temps, sous la présidence de Trump, la première présidence de Trump, J.D. Vance estimait que Trump c'était le Hitler des États-Unis. Donc, c'est quand même très fort, ça. Et puis, il y a eu sa conversion. Alors, une conversion d'abord au catholicisme. Il est devenu un catholique très pratiquant. Et d'autre part, une conversion au trumpisme. C'est-à-dire qu'il s'est rallié à Donald Trump, et qu'il considère que Donald Trump c'est le sauveur des États-Unis, mais à condition bien sûr d'aller dans le sens que J.D. Vance imagine, c'est-à-dire le renforcement des valeurs familiales, le renforcement des valeurs patriotiques, et puis aussi l'abandon de ce libéralisme républicain qui a longtemps marqué le parti républicain des États-Unis. Vous parleriez, André Caspi, d'une révolution conservatrice ou réactionnaire ou libertarienne, vous avez le choix. Hein. Oui, il y a une révolution aux États-Unis en ce moment. C'est-à-dire que en ce moment, je pense que Vance est en train de préparer sa candidature. Alors, vous allez me dire, tous les hommes politiques préparent une candidature, mais là, il s'agit de la succession de Donald Trump. Et de toute évidence, en 2028, il est évident que J.D. Vance sera candidat à la présidence. Et il l'a montré, c'est-à-dire que c'est quand même extraordinaire de voir que dans cette conférence hautement médiatisée, puisqu'il y avait un nombre de caméras invraisemblables à la Maison-Blanche, dans cette conférence entre Zelensky et Trump, Vance a joué un rôle capital.
beaucoup plus d'ailleurs que Marco Rubio qui était assis à côté, qui est le secrétaire d'État, et qui n'avait pas en somme la parole. Tandis que Vance a beaucoup parlé, il a beaucoup reproché à Zelensky d'être ingrat, c'est-à-dire qu'au fond, il a fait le travail pour Donald Trump, mais surtout pour lui. André Caspi, vous m'avez dit qu'il y a un rendez-vous qu'il faut avoir en tête. C'est l'année 2026 aux États-Unis. Ce sera une année à la fois historique et peut-être charnière. Bon, alors c'est une année historique parce que en juillet 2026, les États-Unis célébreront le 250e anniversaire de leur indépendance. Donc il y aura certainement beaucoup d'événements autour de cette commémoration, au cours de cette célébration, pourrait-on dire. Et il est évident que cela contribuera à renforcer encore le sentiment national aux États-Unis. Et puis d'un autre côté, en novembre 2026, il y aura des élections législatives, puisque les élections législatives aux États-Unis ont lieu tous les 2 ans. En 2024, le Parti républicain a remporté la majorité aussi bien à la Chambre des représentants qu'au Sénat. La question qui se pose, est-ce qu'il maintiendra cette position en 2026 ? Ça n'est pas certain, parce que là encore, si on se réfère à l'histoire, et puis ça vaut ce que ça vaut, mais il est évident qu'un président qui est élu, par exemple, avec une avance suffisante, peut très bien se retrouver 2 ans plus tard en minorité devant le Congrès. Alors, est-ce que cela se produira ? Est-ce qu'il y aura une réaction à l'encontre de Trump? Je ne sais pas, mais c'est une possibilité qu'il ne faut pas écarter. Un mot pour terminer, André Caspi, et je m'adresse à celui qui a écrit plus d'une 40aine de livres sur l'histoire des États-Unis. Nous sommes des milliers d'anciens étudiants et d'étudiants qui avons planché sur des manuels d'histoire dans lesquels les États-Unis sont qualifiés tour à tour, et ça dépend des époques, de superpuissance, d'hyperpuissance, de gendarme du monde, de leader du monde libre, de puissance contestée. Quel qualificatif pourrait-on trouver comme titre de chapitre aujourd'hui pour les États-Unis? Les États-Unis, je crois, posent un problème à l'ensemble du reste du monde, c'est-à-dire au fond, où sont-ils? Que veulent-ils? Et que représentent-ils exactement? Est-ce qu'ils sont véritablement les champions de la liberté, ou est-ce qu'ils défendent des idées qui sont proprement nationales et qui ne concernent que les Américains? Mais ce qui est certain, c'est qu'aujourd'hui, les États-Unis restent l'une des très très grandes puissances dans l'ensemble du monde, et peut-être même la puissance la plus forte face à la Chine. Donc on est dans cette perspective d'une dualité pour expliquer l'évolution du monde. Un géant problématique, ça vous va ? Oui, si vous voulez. Allez, André Caspi, merci d'avoir parlé aux auditeurs de Radio Classique. Ce matin, je rappelle le titre de 2 de vos derniers livres. Il y a Chronique américaine, c'est paru à l'Observatoire en 2022, et puis une réédition, le Watergate, la démocratie américaine à l'épreuve, chez Archipoche, et c'est donc reparu en 2024. Merci André Caspi. Merci. À bientôt. Dans un instant, Charles Bonner pour le rappel des titres. La revue de presse d'Hervé Gattegno, et notre esprit libre du jeudi, c'est Franz